Bonjour à toutes et à tous. Avec mon collègue Sylvain Duchesne, nous allons donc vous présenter le travail que l'on a réalisé avec Bertrand Garbinti sur l'impact des mesures socio-fiscales du budget 2026. Cette présentation, elle va se dérouler en 3 parties. Je vais commencer par vous présenter les impacts à la fois redistributifs et budgétaires des principales mesures socio-fiscales à destination des ménages, qui sont issues à la fois de la loi de finances, mais aussi de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Ensuite, je présenterai une analyse complémentaire sur l'hétérogénéité de leurs effets, sur certaines caractéristiques sociodémographiques des ménages, notamment le nombre d'enfants et le sexe. L'objectif de ce travail complémentaire, c'est à la fois d'analyser les mesures qui sont mises en œuvre cette année, mais aussi de construire de nouveaux outils qui seront mobilisables à plus long terme dans les futurs travaux de l'IPP. Et enfin, Sylvain reviendra sur la contribution différentielle sur les hauts revenus, la CDHR, et sur les incertitudes qui entourent encore le rendement de cette mesure et ses effets redistributifs. Donc pour commencer, avec les effets budgétaires et redistributifs, voici le bilan des effets redistributifs agrégés des mesures que l'on étudie dans ce rapport. Alors pour comprendre ce graphique et également les suivants, donc on classe les individus par centième de niveau de vie. Le niveau de vie correspond au revenu disponible d'un ménage divisé par le nombre d'unités de consommation. Ici, donc, on a bien les personnes les plus aisées qui se trouvent sur la droite du graphique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule pour chacun de ces centièmes le rapport entre la variation moyenne de niveau de vie et le niveau de vie initial moyen. Donc ici, ce que l'on peut observer pour les mesures du budget 2026, c'est qu'elles ont en moyenne sur la population des effets qui sont relativement limités. On observe un gain moyen de niveau de vie de 0,01%, soit quasiment nul. Mais les effets sont concentrés sur certaines parties de la population. La perte moyenne de niveau de vie la plus élevée est pour le top 1% de la distribution, et elle est de 0,8%. À l'inverse, les gains maximaux atteignent 0,3% de niveau de vie, pour entre le 14e et le 38e centième de niveau de vie, c'est-à-dire des niveaux de vie compris entre 1 200 et 1 900 euros par mois. Alors en plus des effets moyens sur les centièmes de niveau de vie, on a voulu regarder au sein de chacun de ces centièmes la part de gagnants, représentés ici en vert, et de perdants, représentés en bordeaux. Et donc on observe que la majorité de la population est peu ou pas affectée par ces mesures, représentées ici par toute la zone gris clair. Donc 86% des individus sont affectés à moins de 5 euros par mois en valeur absolue. Une fois qu'on a vu les effets redistributifs, on a aussi décidé dans le rapport de faire notre propre estimation de l'impact budgétaire de certaines mesures. Donc d'abord, on va décomposer les effets redistributifs et chacune des mesures que l'on étudie dans ce rapport, en commençant par la réforme de la prime d'activité qui est en faveur des ménages. C'est une réforme qui ressemble un peu à celle qui a été mise en place en 2019, puisqu'elle consiste en une hausse de la bonification individuelle. Concrètement, la bonification individuelle, son maximum passe à 241 euros par mois contre 186 auparavant. Ce maximum, il est maintenant atteint pour un salaire de 1,15 SMIC au lieu de 1 SMIC auparavant. Donc on observe ces effets redistributifs en bleu foncé ici sur la figure. Et donc les gains moyens que l'on a observés précédemment en agrégé, ils viennent quasi exclusivement de cette réforme de la prime d'activité. On poursuit avec la deuxième réforme des prestations sociales de ce budget, qui est la hausse de l'âge de la majoration des allocations familiales. Alors ce sont des aides qui sont versées aux familles ayant 2 enfants ou plus de moins de 20 ans, et une majoration est accordée pour chaque enfant de plus de 14 ans. On voit ces effets redistributifs ici en bleu-vert, on voit qu'ils sont négatifs, limités pour l'année 2026 et concentrés sur le bas de la distribution. Il faut rappeler que cette mesure, elle a été mise en place pour financer un congé parental supplémentaire qui n'est pas intégré ici dans notre analyse en termes de niveau de vie. Les 2 autres mesures principales de ce budget, elles concernent les prélèvements obligatoires, avec tout d'abord la hausse du taux de la contribution sociale généralisée sur certains revenus du capital, donc qui apparaît ici en vert. Concrètement, le taux passe de 9,2 à 10,6%, mais avec certains revenus qui demeurent à l'ancien taux, comme les plus-values immobilières ou les assurances-vie.
On observe que les effets redistributifs ils sont concentrés sur le très haut de la distribution de revenus. Et cette mesure, elle explique la moitié de l'effet moyen agrégé que l'on observe sur le top 1% de la distribution. Le reste de l'effet moyen agrégé sur cette partie de la population, il s'explique par la reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui apparaît ici en jaune, qui avait été mis en place l'année dernière pour une année seulement et qui a finalement été reconduite cette année. On considère donc cette mesure comme une mesure à part entière du budget 2026 et non comme un simple contrefactuel lié au budget précédent. C'est une mesure qui vise à garantir un taux d'imposition minimal de 20% sur les individus ayant un revenu qui dépasse 250 000 €, sur laquelle Sylvien reviendra. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, une fois qu'on a regardé les effets redistributifs, on a aussi fait une estimation de l'impact budgétaire des mesures. On estime une hausse des dépenses publiques de 1,4 milliard d'euros suite à la réforme de la prime d'activité pour l'année 2026. À l'inverse, on estime une baisse des dépenses publiques de 250 millions d'euros pour la réforme des allocations familiales et une hausse des recettes de environ 1 milliard suite à la réforme sur la CSG du capital. Alors les effets budgétaires ils vont être différents pour l'année 2026 et une fois la pleine montée en charge effective pour les prestations sociales. La réforme de la prime d'activité, elle a été mise en place qu'en avril. Pour les prochaines années, elle sera donc en année pleine et on estime à ce moment-là les dépenses à 1,6 milliard annuel. Pour les allocations familiales, la mesure elle est mise en place progressivement. Pour 2026, seulement les familles ayant des enfants de 14 ans seront concernées et un nombre de familles concernées va augmenter jusqu'en 2030 où on va atteindre la pleine montée en charge et où là on estime la baisse des dépenses de l'État à 1 milliard par an. Pour la suite de la présentation, je vais vous présenter les effets agrégés du budget après la pleine montée en charge des réformes de prestations sociales. Et donc maintenant, on va s'intéresser à l'hétérogénéité des effets selon le type de ménage. Pourquoi on a vu que dans la première partie, seulement des effets moyens limités, en moyenne sur la population, ont été remarqués, mais cette vue d'ensemble, elle peut masquer certaines disparités. Une mesure cible plus souvent un type de revenu ou un type de ménage plutôt qu'un niveau de vie. C'est le cas par exemple de la réforme des allocations familiales, qui affecte uniquement les familles avec 2 enfants ou plus. Donc on a trouvé intéressant de faire une analyse des effets différenciés selon le type de ménage en séparant selon la composition du ménage, les personnes ou les parents seuls des couples, selon la présence et le nombre d'enfants, et aussi selon le sexe de l'adulte dans le cas d'une personne seule ou d'un parent seul. L'objectif ici, c'est de pouvoir analyser un peu plus en détail ce qui se passe sur le niveau de vie des enfants et aussi sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Pour cela, voici un graphique qui vous présente les effets moyens sur le niveau de vie par type de ménage. Donc on distingue les personnes ou les parents seuls en haut du graphique, des couples en bas du graphique, et on sépare pour 0, 1, 2 ou 3 ou plus enfants. La colonne de droite vous indique la part de chaque type de ménage dans la population totale. Ce qui marque le plus dans ce graphique, c'est le cas des ménages avec 3 enfants ou plus. Ils subissent une perte moyenne de niveau de vie de 0,4% pour les couples, tout en bas du graphique, qui représente 13% de la population. Et la perte moyenne de niveau de vie atteint moins 1,3% pour les familles monoparentales, qui, elles, représentent 1% de la population. Cet effet, il est principalement dû à la baisse des allocations familiales après leur pleine montée en charge. Alors, il existe également des inégalités au sein même des ménages et des couples. Certaines politiques publiques privilégient de plus en plus une individualisation des dispositifs pour mieux prendre en compte les situations réelles individuelles de chacun. Un exemple récent est la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Depuis septembre 2025, le taux appliqué par défaut aux couples est un taux individuel, alors qu'avant, il s'agissait d'un taux commun. Alors, on ne peut pas encore regarder les effets de cette mesure, mais dans cette même logique d'individualisation, il nous a paru intéressant d'analyser l'impact individuel au sein des couples des réformes de prestations sociales de ce budget. Dans le cas de la réforme de la prime d'activité, comme elle consiste en une hausse de la bonification individuelle, on attribue le gain de la réforme à la personne du couple correspondante. C'est ce que l'on représente sur cette figure, avec l'effet
sur les hommes en couple en orange et sur les femmes en couple en violet de la réforme de la prime d'activité. Donc on observe que les hommes bénéficient d'un gain moyen plus important que leurs conjoints tout au long de la distribution de revenus, davantage sur la première moitié de la distribution qui est plus concernée par la prime d'activité. Cet écart, il peut aller jusqu'à un facteur 3 pour des niveaux de vie compris entre 1 200 et 1 500 euros par mois. Alors, à ces niveaux de vie-là, il est rare que les deux personnes du couple travaillent à temps plein, et c'est souvent l'homme qui se trouve dans la situation qui ouvre droit à une bonification plus élevée. Pour conclure sur ce qu'il faut retenir de ces deux premières parties, les mesures que l'on étudie dans ce budget, elles ont des effets qui sont relativement limités en moyenne sur la population, mais qui sont concentrés sur certaines catégories de revenus ou de ménages. Les principaux perdants sont les individus appartenant au top 1% de la distribution, ainsi que les individus appartenant aux ménages ayant 3 enfants ou plus. Et l'analyse différenciée a montré un avantage, quoique limité, en faveur des hommes, que ce soit entre les différents ménages ou au sein des ménages. Et je laisse la parole à Sylvain pour la suite de la présentation. Merci Lola. Donc après avoir regardé les nouvelles mesures pour 2026, on va un peu tourner notre regard en arrière vers le rendement de la contribution différentielle sur les hauts revenus ou CDHR en 2025. Donc comme l'a expliqué Lola tout à l'heure, il s'agit d'un taux minimum d'imposition de 20%, exclusivement pour les foyers fiscaux les plus aisés, c'est qui ont plus de 250 000 euros de revenus fiscal de référence ou RFR. Et on va particulièrement s'intéresser à l'éventualité du fait que certains foyers fiscaux ont pu changer leurs revenus, changer la structure de leurs revenus, de manière à payer moins de CDHR, ce qu'on va appeler des réponses comportementales. Et donc pour faire ça, la première chose à savoir, c'est combien aurait rapporté la CDHR si jamais il n'y avait pas eu ces réponses comportementales. Pour cela, nous utilisons les données des déclarations fiscales de 2023 pour calculer donc un rendement mécanique de 1,7 milliard d'euros. Si jamais les foyers fiscaux avaient gardé leurs revenus similaires à ceux de 2023, alors ils auraient payé 1,7 milliard d'euros de CDHR. Et donc ce montant est à comparer avec le montant qu'on connaît pour l'instant, c'est-à-dire celui de l'acompte versé en décembre 2025 de 400 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a une différence assez importante, mais il peut y avoir des erreurs qui ont été faites à droite comme à gauche pour l'instant. Donc par exemple, en ce qui concerne l'acompte, il est possible que certains foyers fiscaux aient sous-estimé l'acompte qu'ils devaient payer. En effet, ils ont dû faire le calcul eux-mêmes en décembre 2025, donc avant de connaître la totalité de leurs revenus, et certains ont pu tout simplement ne pas penser devoir payer la CDHR, ne pas faire le calcul, et donc ne pas du tout en donner. Cependant, on ne peut vraiment pas s'attendre à ce que cette sous-estimation soit trop importante, tout simplement parce qu'il y a une majoration de 20% en cas de sous-estimation importante de la CDHR, et donc il y a peu de chances que l'acompte soit sous-estimé dans des proportions telles qu'on les met ici. Il nous manquait également un élément important pour calculer la CDHR à partir des données de 2023, qui correspond aux revenus exceptionnels. Donc ces revenus exceptionnels, c'est une nouvelle notion qui apparaît uniquement pour le calcul de la CDHR, et ça correspond aux revenus qui ne peuvent pas être récupérés tous les ans par leur nature et qui dépassent la moyenne des 3 années précédentes. Ces revenus ne sont pris en compte que pour un quart de leur montant, et donc ils ont tendance à faire baisser le montant de CDHR. Cependant, même si on ne les observe pas, on peut faire des hypothèses, et par exemple dire que l'ensemble des plus-values vont être considérées comme des revenus exceptionnels. C'est ce qu'on a fait, et à partir de cette hypothèse, on obtient un rendement total de 1,2 milliard d'euros. Donc même en faisant des hypothèses assez fortes, on voit qu'il reste une part très importante de décalage entre le rendement mécanique et l'impôt réel, qui correspond donc à des réponses comportementales. Et a priori, ces réponses comportementales sont même encore plus importantes. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est alors comment est-ce que ces réponses comportementales ont lieu? Quels sont les changements dans la structure de revenus qui ont pu être faits? Et pour cela, il faut s'intéresser aux revenus de départ de ces foyers fiscaux qui vont être contribuables de la CDHR si jamais ils ne font rien. C'est ce qu'on montre dans ce graphique, où donc on se concentre uniquement sur les potentiels contribuables de la CDHR, que l'on va ranger par revenu fiscal. Donc, à gauche, on va avoir les 20% de ces foyers fiscaux particuliers les moins aisés, c'est-à-dire ceux qui sont le plus proches du seuil de 250 000 euros de la CDHR. À droite, au contraire, on va voir les revenus des foyers fiscaux les plus aisés, donc, qui, on le voit, sont réellement beaucoup plus aisés. Il y a une hétérogénéité assez importante, et ils ont des revenus fiscaux qui approchent les 5 millions d'euros.
Maintenant qu'on a vu cette hétérogénéité importante, qui explique par exemple le fait que seulement 12% des foyers fiscaux dans notre simulation payent la moitié de la CDHR, on peut s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de ces revenus. Donc on voit que la majorité de ces revenus sont rose ou bordeaux, ce qui correspond aux revenus imposés au prélèvement forfaitaire unique, ou PFU. Donc ce PFU est de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu, c'est ça qui est important pour le calcul de la CDHR. Et donc, même en rajoutant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus que ces foyers fiscaux payent, on a des taux d'environ 16% qui sont inférieurs au taux minimum de 20% de la CDHR, et donc la CDHR vient compenser cet écart. En dessous, on voit également une toute petite barre bleue, ce sont les revenus qui sont majoritaires parmi l'ensemble de la population, le revenu net imposable. À l'intérieur, il y a par exemple les salaires, les pensions de retraite, et donc pour ces foyers fiscaux, ils sont imposés à des taux bien plus élevés, typiquement de 45%. Donc, comment est-ce que ces foyers fiscaux peuvent faire baisser leur CDHR? La première réponse, c'est qu'ils peuvent faire baisser ces revenus qui expliquent le fait qu'ils payent la CDHR, les revenus au prélèvement forfaitaire unique. On peut par exemple penser à des foyers fiscaux qui repoussent une plus-value d'une année, ou à d'autres qui conservent dans des entreprises qu'ils contrôlent des dividendes. Donc ce dernier point, c'est un point qui a déjà été observé lors de la réforme de la fiscalité des dividendes en 2013, et il a probablement eu lieu en 2025. On a en effet observé une baisse des montants de dividendes attribués aux ménages de 10 milliards d'euros entre 2024 et 2025, donc, qui serait cohérent avec ce système. Il faut bien avoir en tête que lorsque les foyers fiscaux modifient ainsi leurs revenus, ils ne modifient pas juste le montant de CDHR qu'ils payent, mais ils modifient leurs revenus et également d'autres prélèvements qu'ils payent, notamment le PFU qui baisse donc à court terme. Cependant, si on pense par exemple dans le cas d'un report de plus-value qu'ils le feront l'année suivante, alors la baisse de PFU pour les finances publiques a lieu une année, mais sera en partie compensée les années suivantes. Il y a d'autres mécanismes également qui peuvent expliquer la façon dont les foyers fiscaux peuvent faire baisser leur contribution différentielle, et parmi elles, le fait de changer la structure de ses revenus. Donc pour ça, on peut penser par exemple à un dirigeant d'entreprise qui sera aussi salarié de cette entreprise, et qui peut décider de transformer une partie des dividendes qu'il reçoit en salaire. En faisant cela, il va payer beaucoup plus d'impôts sur le revenu, donc il va être taxé à 45% au lieu de 12,8%. Mais pour chaque euro supplémentaire d'impôt sur le revenu, il va payer 1 euro en moins de CDHR. C'est le principe de cette différentialité de la CDHR. Et en faisant cela, il va également modifier d'autres choses, il va payer moins d'impôts sur les sociétés, plus de prélèvements sociaux, et au total, il y a de nombreuses situations dans lesquelles un dirigeant peut avoir intérêt à faire ça. Cependant, évidemment, il n'y a que les dirigeants d'entreprise qui sont aussi salariés qui peuvent facilement le faire, donc ça ne peut pas expliquer l'intégralité de la différence qu'on a vue tout à l'heure. Donc au total, on voit qu'il y a différents mécanismes qui peuvent expliquer cette baisse de CDHR par rapport à ce qu'on pouvait attendre, et il faudra attendre les déclarations fiscales de 2025 pour avoir une idée précise de la part de chacun des mécanismes dans le total de la baisse qu'on a observée, et donc avoir une idée de l'effet global sur les finances publiques, pas juste de celui du montant de CDHR, mais aussi des autres prélèvements qui ont pu être influencés par ces réponses comportementales. Merci.